Galadriel. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la saison 2 des Anneaux de Pouvoir. On va aujourd'hui s'attaquer à l'épisode 7 qui fait office d'avant-dernier épisode pour cette saison 2. L'occasion de se concentrer sur cet épisode qui a été vendu comme un épisode de bataille et qui devait faire office plus ou moins de pré-conclusion à cette saison 2. Mais ça, on verra la semaine prochaine lors de l'épisode 8. Pour l'instant, revenons sur cet avant-dernier épisode. Comme d'habitude, pour les nouveaux venus, ma vidéo va être concentrée autour de deux axes. Tout d'abord, un avis global sur l'épisode d'une manière générale, puis ensuite une analyse point par point sur les éléments qui me paraissent le plus importants, et enfin une petite partie spoil qui sera plutôt une sorte de partie un peu théorie, puisque visiblement la série semble quand même pas mal prendre le large par rapport au livre. Il y en a encore qui vont me dire qu'ils n'ont pas les droits, mais je vais le répéter encore une fois, ils ont les droits sur les appendices du Seigneur des Anneaux et du Seigneur des Anneaux en lui-même, avec notamment toutes les informations sur le second âge. J'estime que les droits acquis par Amazon sont largement suffisants pour avoir au moins un squelette narratif cohérent. Visiblement, ils n'ont pas choisi le chemin le plus facile et ils ont préféré changer beaucoup de choses et se démarquer des livres, grand bien leur face. Mais trêve de blabla, commençons par mon avis global sur cet épisode. Un épisode que j'attendais, mine de rien, ça faisait quand même 2 épisodes d'affilée qui m'avaient été plutôt agréables à regarder avec des moments pas mal et certaines informations sympathiques. Là pour le coup, je trouve que cet épisode m'a énormément déçu. C'était un épisode qui était vendu comme un épisode de bataille et pour moi c'est un épisode de non-bataille parce qu'il y a eu des petites escarmouches mais pas forcément une immense bataille comme je m'y attendais. Il y a eu des éléments que j'ai trouvé assez sympas quand même dans le fond, il y a des éléments que j'ai trouvé très décevants dans la forme, même si c'était pas forcément dérangeant du point de vue narratif, ça reste quand même très fragile du point de vue de la cohérence scénaristique de la globalité de cette saison. C'est agréable à regarder quand tu connais rien à l'histoire et que tu ne connais pas le schéma narratif et que tu ne t'intéresses peut-être pas trop à te creuser les méninges pour essayer de voir les problèmes scénaristiques qui émergent au fur et à mesure que tu visionnes. Mais lorsqu'on se penche sur la composition même de cet épisode, je vous avoue, c'était vraiment très insuffisant sur beaucoup d'aspects. C'est assez étrange quand même parce que c'est un épisode qui m'a vraiment déçu, mais premier degré, parce que j'attendais une grosse bataille et je me suis dit bon bah allez, tant pis, les précédents épisodes n'étaient pas totalement satisfaisants, il y avait des bons moments, il y avait des moments décevants, il y avait des trucs sympas et d'autres pas forcément terribles, mais c'est pas grave, on va avoir une grosse bataille, je vais poser mon cerveau, je vais en profiter, en prendre plein les yeux. Effectivement, j'en ai pris plein les yeux visuellement, rien à dire, la bataille était magnifique, avec des moments épiques, de la musique très entraînante, des effets spéciaux irréprochables, vraiment rien à dire là-dessus du point de vue de la technicité même de l'épisode, que ça soit les décors, les armures, les combats, rien à dire là-dessus, c'était vraiment très réussi, mais du point de vue du scénario, malheureusement ça ne suit clairement pas, et c'est ça un petit peu le gros problème que j'ai avec cette saison 2 et cette série d'une manière générale, c'est qu'elle a des qualité indéniable, mais elle a aussi des très gros problèmes. Tout cela entraîne un déséquilibre dans cet épisode où tu enchaînes des séquences que tu trouves sympas et d'autres que tu peux trouver à la fois négatives, un gros défaut de rythme et des moments épiques qui sont de suite désamorcés par des éléments pas forcément très intéressants. J'espère vraiment que l'épisode 8 va apporter quelque chose de nouveau, peut-être une bataille complète avec des révélations. Là pour le coup, je ne suis vraiment pas convaincu de cet épisode, mais on va revenir un peu plus dans le détail sur cet épisode avec, comme d'habitude, des éléments qui m'ont quand même plu, il faut le reconnaître, même dans les ténèbres les plus importants de cet épisode, il y a quand même des éléments sympathiques, il faut le reconnaître. C'est un petit peu dommage quand même parce que cet épisode de bataille avait le potentiel de nous offrir quelque chose d'incroyable et malheureusement j'ai quand même l'impression d'être face à un gros pétard mouillé. On poursuit avec la seconde partie de vidéo, notamment concentrée sur l'analyse point par point. Je vais pas tout dire parce que sinon il me faudrait une vidéo de 50 minutes et c'est pas le but, je vais essayer vraiment de me centrer sur les aspects principaux. Et on commence tout d'abord par la poursuite de l'intrigue des Anneaux de Pouvoir. Les anneaux qui sont forgés mais qui continuent un petit peu leur histoire assez hasardeuse malheureusement par rapport au livre. On voit que toutes les illusions mises en place par Anatar commencent petit à petit à s'effriter et c'était plutôt sympa de voir aussi Celebrimbor douter et enfin remettre en question le fait que potentiellement il est manipulé. Bah oui mon gars, t'es manipulé depuis le départ et tu t'en es pas forcément plus rendu compte que cela. Là on retrouve le personnage qui va se remettre en question et qui va essayer un petit peu de percer
reverser à jour les fameuses tromperies du personnage d'Anatar, donc c'était pas mal de voir aussi comment Celebrimbor essaye de déjouer les illusions avec notamment le pattern de la souris ou encore la marque qu'il fait sur les bougies, ce qui lui permet justement de mettre à jour la tromperie d'Anatar, même si ça vient un petit peu en retard par rapport à tout cela. C'est pas très grave parce que Anatar, on voit aussi que le personnage est quand même coincé et qu'il commence à être vraiment dans une situation très précaire. À la fois il est coincé parce que Celebrimbor commence à se rendre compte de la supercherie, mais de l'autre côté il y a aussi les orques qui commencent à attaquer la cité d'Ostenhedil, et du coup c'est ça aussi qui fait que le personnage va aller encore plus loin dans sa manipulation, à tel point qu'il va directement prendre le pas sur Celebrimbor en se faisant passer pour le seigneur de l'Eregion, et il va dire tout simplement que Celebrimbor a perdu la raison, et c'était plutôt judicieux aussi de montrer que le personnage utilise ses manipulations pour tourner les autres à son avantage et essayer de faire croire qu'il est de leur côté alors que pas du tout, il se sert d'eux pour parvenir à ses fins. Et en parallèle, tu as toute la stratégie des orques pour essayer d'attaquer la cité. Ils ont quand même une sorte de stratégie. Ils vont essayer d'attaquer d'abord la cité pour essayer de jouer sur le vent de panique, puis une fois que les elfes sont un petit peu désemparés et qu'ils ne savent pas trop comment se défendre, eh bien ils vont essayer de mener l'assaut directement par voie terrestre. Alors c'est un peu con parce qu'il y avait un pont, mais le pont ils l'ont détruit, donc c'est un peu débile alors que tu aurais pu largement passer sur le pont. Autant se complexifier la tâche et essayer d'attaquer la montagne pour assécher la rivière. Ça fait partie aussi du côté un peu spectaculaire de la bataille, ça m'a pas déplu, au contraire, j'ai trouvé que la mise en scène était plutôt réussie à ce niveau-là. Par contre, je reviendrai sur d'autres aspects de la bataille un peu plus tard dans la vidéo, parce qu'il y a quand même des éléments qui ne sont pas forcément très pertinents à ce niveau-là. Celebrimbor, une fois qu'il a compris qu'il s'est fait duper, tout le voile tombe, et là on voit vraiment l'horreur de la séquence où il était vraiment bercé d'illusions, et c'est un petit peu le paradoxe du personnage, c'est-à-dire que il s'est enfermé lui-même dans son propre mensonge, il s'est renfermé dans la forge des anneaux de pouvoir et il n'a pas voulu voir plus loin que le bout de son nez, et c'est ça aussi qui fait que le personnage est déçu d'avoir été berné par Sauron. Celebrimbor, il manque vraiment de clarté à ce niveau-là, et c'est ça aussi qui fait défaut au personnage. Certes, il a été envoûté par le personnage d'Anatar, mais au bout d'un moment quand même, quand tu vois toutes les dingueries qu'il t'a fait, je pense qu'il faut vraiment être plus sur la défensive, limite même l'agressivité, et non pas être un peu dans la compassion. C'est là aussi où je trouve le personnage assez bizarre à ce moment-là. Et c'est vraiment surprenant parce que Celebrimbor, à un moment, il va descendre directement auprès des elfes, et il va leur dire « mais c'est Sauron, vous voyez pas ?» Et il passe pour un fou. Anatar va apparaître de nulle part, et il va lui montrer sa main en mode « bah non, je suis pas blessé, regarde, j'ai juste du sang. » On voit vraiment toute la subtilité de la scène et le jeu de pouvoir qui se joue à ce moment-là, et on voit aussi toute la supercherie de Sauron Anatar qui commence petit à petit à se liquéfier et à essayer de prendre le pas sur Celebrimbor. Donc j'ai trouvé cela intéressant du point de vue de l'histoire. Je vais faire le deuil malheureusement des livres parce que ça n'a pas trop de cohérence à ce niveau-là, mais dans le cadre de l'histoire présente dans la série Les Anneaux de Pouvoir, c'est pas totalement en inadéquation avec le déroulé des événements tel qu'il est narré dans la série, et c'est vrai que on voit aussi que Anatar manque cruellement de solutions, à tel point qu'il est obligé d'éliminer un elfe pour faire croire que Celebrimbor est à moitié taré. Preuve en est aussi que des fois on est obligé d'improviser même si on s'appelle le Seigneur des Ténèbres. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit en fait que Anatar va vraiment prendre le pas sur Celebrimbor, qu'il va limite devenir le Seigneur de l'Eregion. On a justement l'arrivée de l'armée des orques qui commence à s'avancer vers la forteresse pour l'attaquer, et on a aussi directement la cavalerie elfique menée par Gil-galad et Elrond qui commence à charger. J'ai trouvé la scène absolument magnifique, la musique est incroyable, le visuel est super avec à la fois l'opposition entre la lumière d'un côté et les ténèbres de l'autre, et c'est génial et c'est super. Il y a toute cette composition là aussi et cette opposition entre le bien et le mal. Par contre, ce que j'ai trouvé vraiment débile, c'est que cette bataille qui est sublimée, qui nous montre une charge héroïque, elle est arrêtée comme ça, juste parce que Galadriel est retenue prisonnière et tu as l'orque qui la menace. C'est dommage de casser l'ambiance comme ça, et ça casse vraiment la dynamique de la scène, parce que là, tu te dis, tout ça pour ça. Tu t'es fait chier à rameuter autant de figurants, de chevaux, des armures aussi, parce que visuellement les armures sont très belles, donc tu as fabriqué des armures pour des soldats, tout ça pour rien, donc c'est débile. Et c'est vraiment dommage parce que la scène était géniale, elle était belle, elle était dynamique, et elle mettait justement un peu de rythme à la bataille, et là, pouf, on te coupe la bataille direct. C'est dommage,
et ça casse vraiment le dynamisme de cette scène. Et juste après, il y a cette séquence où Hadar va échanger avec Elrond, d'ailleurs ils vont discuter, ils vont essayer de convenir d'un arrangement, l'un veut libérer Galadriel mais l'autre ne veut pas la libérer sauf si Elrond lui donne un anneau, donc on comprend aussi que le plan de Hadar c'est d'avoir les anneaux des elfes pour les lier à la couronne de Morgoth et ainsi vaincre Sauron. Par contre là où au départ j'étais assez surpris c'est que Gil-galad n'est pas là, mais d'un côté après coup je me suis dit c'est pas forcément un défaut parce que Gil-galad c'est quand même le haut roi des elfes, donc évidemment que lorsque tu vas négocier et que en plus tu vas négocier dans un camp orc, tu ne vas pas envoyer le haut roi des elfes, surtout lorsqu'il y a un risque de trahison. C'est pas totalement incohérent qu'ils envoient Elrond, c'est lui qui fait office de messager de Gil-galad, c'est plus ou moins logique quand même que ce soit lui qui le représente et que Gil-galad soit logiquement en arrière. Forcément ça serait une stratégie risquée. Par contre là où c'était extrêmement risqué, c'est que il y a eu une séquence, quand je l'ai vue, et je pense que vous attendiez vraiment que je parle de cette séquence, la fameuse séquence du bisou entre Elrond et Galadriel. Quand j'ai vu cette séquence, j'étais en mode oh putain, ils ont osé. Et là, j'étais en mode choqué. Mais choqué en mode, mais c'est nul, ça sert à rien, c'est débile. Mais je me suis quand même ravisé en me disant que, au final, c'était juste une histoire de diversion pour donner la fameuse broche à Galadriel afin qu'elle s'échappe. C'est vraiment une séquence très maladroite, alors que tu pouvais tout simplement faire Elrond qui l'embrasse sur la joue, ou à la rigueur aller sur le front, pourquoi pas, je l'accepte. Et tu aurais pu très bien comprendre que c'était là aussi une diversion pour donner la broche, mais le baiser sur la bouche, je trouve que c'est vraiment un petit peu dommage, même si par derrière ça permet de justifier un fait de scénario, c'est quand même une séquence que je qualifierais d'extrêmement maladroite. Par contre, comme je l'avais pressenti dans les épisodes précédents, en même temps c'était pas très subtilement amené, mais on a aussi l'orc Glug qui commence vraiment à douter d'Adar, et je reste encore une fois persuadé qu'on va avoir affaire à une trahison dans le futur entre Glug et Hadar, et au moment où on sent que Glug est près de flancher et qu'il remet en cause la possibilité d'une victoire, Hadar va quand même lui dire la chose suivante: non en fait je ne veux pas que vous soyez les esclaves de Sauron. C'est quand même très judicieux de sa part de essayer de maintenir un petit peu ce contrôle sur ces orques, même si on sent aussi que Glug commence vraiment à ne plus avoir confiance en lui et ça se voit dans son regard. Je reste quand même persuadé qu'il y a quelque chose qui se cache derrière tout cela et c'est pas plus mal d'amener un peu de nuance dans l'histoire des orques à ce niveau-là, d'autant plus que on apprend aussi des choses sur les orques et j'ai trouvé que c'était vraiment très bien cette séquence. Je vais me faire déchirer parce que j'ai dit le mot bien et Rings of Power, mais c'est pas grave. La séquence où Galadriel s'échappe et qu'elle va marcher en étant cachée chez les orques, certes c'est pas très subtil, elle a juste une capuche et je suis très surpris que les orques ne la captent pas plus vite. C'est pas très grave parce que on voit aussi toute la société des orques et les rites avec les derniers sacrements donnés par Hadar juste avant les bûchers funéraires, et j'ai trouvé que c'était intéressant d'avoir aussi un petit peu une sorte de pseudo-société des orques qui commence un petit peu à émerger entre Glug, le fait qu'on voit encore une femelle orque et que Galadriel va aider cette femelle orque à transporter un brancard avec un corps dessus. Donc il y a aussi tout cet aspect là que je trouve intéressant parce que la société des orques, Tolkien ne l'a pas forcément beaucoup dévoilé dans les livres et il a sous-entendu qu'il y avait des femelles, qu'il y avait ceci, qu'il y avait cela, mais je trouve que c'est pas mal de montrer aussi autre chose que le côté monstrueux des orques. Il y a aussi parfois tout le côté un peu clownesque et drôle des orques, mais c'est pas très grave parce que ça fait partie aussi un petit peu de l'imaginaire collectif que je pense on a tous au niveau des orques. Ça reste des créatures qui sont perçues globalement comme étant des monstres, mais qui par moments peuvent faire des trucs absolument débiles et des phrases ou même des petites situations assez drôles et des petits trucs un petit peu rigolos, donc ça me dérange pas totalement d'avoir un peu de légèreté à ce niveau-là et d'apporter un peu plus de société pour les orques. J'espère peut-être qu'on aura d'autres choses. Faut rester aussi un petit peu terre à terre à ce niveau-là et ne pas non plus overreact sur les orques, on n'a pas non plus vu des choses qui sont absolument extravagantes à ce niveau-là. Et en parlant d'extravagance, on a Sauron qui va directement parler à Celebrimbor, et il va se confier sur son passé, et j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal comme séquence, même si pour moi cette séquence, je l'aurais peut-être plus vue comme étant une séquence à la rigueur qui arriverait plus tard dans l'histoire de Sauron, qu'il va dévoiler certaines choses sur son ancien maître Morgoth. En fait, son maître l'a plus ou moins torturé et qu'il lui a fait du mal et qu'il l'a beaucoup fait souffrir. Donc il y a aussi tout cet aspect-là et le fait qu'on a un peu une sorte de mimétisme de la part de Sauron, et ça permet un petit peu au personnage de se dédouaner en disant que oui, si je suis négatif, c'est à cause de Morgoth, mais je suis pas pire que lui, rassurez-vous. Mais comment tu veux arriver à rassurer quelqu'un comme cela, Sauron? C'est complètement débile
débile. Ça fait encore partie une fois de la manipulation du personnage pour essayer de manipuler Celebrimbor et essayer de lui faire ressentir une sorte de pitié ou de compassion, même si ça ne marche pas parce que Celebrimbor maintenant il a pleinement compris que le personnage d'Anatar faisait cela pour profiter de lui et de ses compétences, à tel point qu'il va essayer lui aussi de mettre à profit ses connaissances pour essayer de s'échapper. Alors il n'y parvient pas et il est obligé de se couper le pouce. C'est aussi intéressant de voir qu'il a embarqué les anneaux des hommes et qu'il a compris que le personnage de Anatar allait utiliser ses anneaux à des fins maléfiques. Par contre, là où j'ai trouvé cela assez surprenant, c'est que une fois qu'il arrive en bas, tu as ces soldats qui veulent le renvoyer dedans, mais dès qu'ils voient Galadriel, ils vont se raviser et se dire non, on écoute Galadriel, elle a décidé que c'était Celebrimbor le chef, on se range derrière. C'est un petit peu trop facile, mais bon, on n'est plus à ça près, les anneaux sont forgés, c'est terminé. Celebrimbor va discuter avec Galadriel et ils vont se confier un petit peu. Celebrimbor va lui dire que à travers Anatar, il désirait le pouvoir, mais c'était une sorte de pouvoir un peu mystique et il était tellement investi par sa mission et le fait d'espérer de sauver la Terre du Milieu qu'il en a oublié de voir plus loin que son nez. Et Galadriel a aussi un peu une remarque assez intéressante puisqu'elle va dire qu'elle a été elle aussi bernée par le personnage, donc c'était plutôt judicieux à ce niveau-là. Celebrimbor a donné les anneaux des hommes à Galadriel, donc encore une fois, une grosse divergence par rapport au livre, et je ne sais vraiment pas qu'est-ce qu'ils vont nous faire avec cette histoire-là. Est-ce que Galadriel va échanger les 9 anneaux des hommes contre l'anneau Nenya qui a été récupéré par Adar à la fin de l'épisode? Ou au contraire, est-ce qu'elle va les utiliser pour acheter sa liberté ou celle de Celebrimbor? Je ne sais vraiment pas quoi en penser, et pour l'instant, vu qu'on n'a pas forcément plus d'informations, on va rester dans le conditionnel et se dire que peut-être ça va donner quelque chose de sympa dans le futur, mais bon, je reste quand même assez dubitatif à ce niveau-là. La bataille se poursuit avec des plans de nuit et des plans de jour. Les plans de nuit sont plutôt bien éclairés avec de la lumière, des feux de camp et justement tous ces brasiers-là qui permettent d'avoir une lumière naturelle plutôt bien gérée, je dois l'avouer. La bataille en elle-même était sympa et ça m'a fait pas mal penser aux guerres des tranchées, que ça soit avec la boue, les poilus, les combats au corps à corps et le fait qu'on va se sacrifier dans des actes héroïques pour essayer de percer les défenses adverses. Ça fait partie un petit peu du champ lexical de l'héroïsme et de toute cette histoire de la mystification de la Première Guerre mondiale, donc j'ai trouvé que c'était intéressant d'avoir cela dans cette bataille là. Par contre, là où j'étais quand même assez déçu, c'est que ce fameux troll des montagnes, on nous l'avait vendu dans les précédents épisodes, et là bah il fait pas si grand chose que ça, il déambule un peu sur la bataille, il balance sa hache, puis il balance son gourdin, puis après il va tirer sur l'espèce de bélier inversé, mais ça fait partie aussi encore une fois des trolls et le fait que ce sont des créatures vraiment bébêtes qui ne misent que sur la force brute et leur force de frappe. La bataille en elle-même, elle m'a pas forcément dérangé de nuit, par contre de jour, là j'ai eu un très gros problème parce que lorsque le jour est arrivé, forcément les nains ne sont pas arrivés et les elfes se sont retrouvés seuls. Par contre, les elfes, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une armée entière et là d'un coup il y avait 20 pélos qui couraient dans la boue et même les orques aussi, je trouvais ça assez bizarre. J'avais l'impression que tu avais une centaine de figurants qui couraient dans la boue espacés par 5-10 mètres les uns des autres. J'ai pas eu cet effet de masse, c'est dommage parce que la bataille elle mettait en scène notamment beaucoup d'elfes et beaucoup d'orques et j'ai trouvé que c'était quand même assez dommage à ce niveau-là et ça ne mettait pas forcément en valeur le combat. Par contre ça permettait d'avoir un côté un peu semi-réaliste quand même parce que on a eu Gil-galad qui se battait avec sa lance et Glos. J'ai adoré voir le haut roi des elfes se battre et c'était génial. Elrond aussi c'était pas mal, même si je trouve qu'il se bat un peu trop comme un homme, mais en même temps le personnage est un demi-elfe donc c'est pas forcément illogique. On a aussi les duels qui sont joués à ce niveau-là et le duel entre Arondir et Adar est incroyable parce que Arondir ne parvient pas à arrêter Adar et le fait que le personnage de Adar est très puissant et qu'il parvient à blesser mortellement Arondir. Je ne sais pas si Arondir va s'en sortir, ça serait un petit peu triste pour lui malgré le fait que le personnage a fait quand même un grand chemin depuis son départ, qu'il n'arrive pas à mener à bout sa vengeance, ça serait assez triste pour lui. Elrond, il se fait battre à plat de couture et à la fin Adar s'empare de l'anneau, coupure, fin de l'histoire. Donc cet épisode du point de vue de la bataille était assez brouillon par moments, il y avait des bonnes choses, des mauvaises choses. Visuellement, je vais le redire encore une fois, c'était super avec des beaux plans, mais malheureusement toutes les dimensions épiques et le côté héroïque est de suite coupé.
c'est dommage quand même. Et que serait un épisode des Anneaux de Pouvoir sans ces chers nains de Khazad-dûm? L'histoire des nains, déjà, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que le roi Durin III refuse d'aider les elfes dans la bataille et qu'il persiste à vouloir creuser le plus profondément pour engranger les richesses. Ça montre aussi que le personnage a définitivement basculé, mais là il a basculé dans un appétit débordant et incontrôlable, donc c'est vraiment aussi ça que je trouve peut-être un petit peu trop exagéré. L'anneau de pouvoir, je vois bien l'anneau augmenter les désirs de richesse, mais là c'est un petit peu peut-être beaucoup quand même, non? Et c'est d'autant plus marquant parce que les nains vont comprendre que le roi a totalement perdu la tête, mais ils font rien pour l'arrêter pour l'instant, au contraire ils le laissent dans sa paranoïa débordante de richesse. Et tu as Narvi qui va se ranger dans le camp du prince Durin et reconnaître plus ou moins son autorité naturelle de nouveau chef des nains de Khazad-dûm, donc j'ai trouvé que c'était intéressant quand même d'avoir cette subtilité là, d'autant que Elrond avant la bataille va venir discuter avec Durin pour essayer de le convaincre d'emmener ses troupes directement dans la bataille, et ça pourrait justement faire l'office d'une future arrivée dans le prochain épisode. Ce que j'ai trouvé sympa aussi, c'est que on voit que Durin, donc le prince, est quand même investi par une mission sacrée, c'est-à-dire que tant pis pour les richesses de Khazad-dûm, on va aller directement sauver la Terre du Milieu et sauver nos amis qui ont besoin d'aide. Par contre, derrière, tu as le roi qui pète un câble et qui va attaquer Narvi. J'ai trouvé que c'était bien et que ça montrait aussi que le roi était vraiment perdu et qu'il a péter un câble. Je suis quasi sûr que on va avoir droit au réveil du Balrog et que ça va mal se terminer. Je ne sais pas trop où on va dans cette histoire avec le Balrog et j'espère quand même qu'il ne va pas se réveiller à cause de l'appétit débordant de Durin III. Ça serait dommage parce que ça arrive beaucoup plus tard dans l'histoire, mais je comprends aussi que la série Rings of Power a envie d'expliquer certaines choses qui se passent dans l'histoire du Seigneur des Anneaux. Mais voilà, c'est un petit peu dommage quand même de vouloir absolument recoller à la chronologie ou déplacer des éléments qui se déroulent beaucoup plus tard à ce moment-là de la chronologie pour les raccorder à la chronologie des Anneaux de Pouvoir, donc la série d'Amazon. C'est assez bateau quand même, mais pour le coup, l'histoire des nains, c'est peut-être pas forcément le point le plus négatif de cette série. Au contraire, je trouve peut-être même que c'est le côté le plus positif. Du point de vue de sa propre histoire, elle maintient une sorte de stabilité qui est quand même assez surprenante. Donc pour le coup, il faut quand même souligner les qualités de cette histoire. Les Anneaux des Nains et l'histoire qui entoure Khazad-dûm, pour l'heure c'est pas mal. Mais j'ai quand même de très grosses réserves avec cette histoire de Balrog. À présent, si vous le voulez bien, ça va être une partie plutôt théorie. J'ai vu passer sur Twitter des gens qui parlaient d'une théorie et je la trouve complètement pétée, mais je la partage, on sait jamais, peut-être qu'elle va vous séduire. Moi au contraire, je la trouve complètement pétée et abusée et ça me fait rire. Il y a des gens qui pensent que Adar, avec le fait qu'il ait récupéré l'anneau Nenya, il va se purifier lui-même et devenir Celeborn. Voilà, je la trouve complètement craquée, mais d'un côté, vu comment la série Les Anneaux de Pouvoir est capable de nous surprendre en bien comme en mal, je ne serais pas étonné qu'on ait une telle théorie qui se réalise dans le futur. Par contre, moi ce que je pense, c'est qu'il risque peut-être d'échanger plutôt l'anneau Nenya contre les anneaux des hommes et on aurait une sorte de duel entre Adar et Sauron. Ça serait l'occasion de voir les deux personnages régler leur compte, mais aussi une sorte de justification pas trop mal pour faire revenir l'anneau Nenya dans les mains de Galadriel. Donc pour le coup, deux théories qui pourraient plus ou moins être liées ou pas à la série. Je vous laisse le soin d'en débattre dans les commentaires et me dire ce que vous en pensez, ou au contraire si vous avez d'autres idées à ce niveau-là. Vu comment la série est partie, toutes les hypothèses sont pour moi étudiables. Ainsi, à travers cette vidéo, vous avez très certainement vu que j'ai quand même pas mal critiqué l'épisode. Je remarque qu'il a de très grosses faiblesses cet épisode et c'est dommage parce que en mode premier degré, je l'attendais cette bataille. Je m'attendais vraiment à une bataille de fou et je me suis dit, bah au pire c'est pas grave. Il y a des incohérences, il y a des histoires pas terribles avec les anneaux de pouvoir. C'est pas grave, il va y avoir une grosse bataille, ça va être super, je vais poser mon cerveau, je vais en prendre plein la vue. Il y a eu des éléments comme ça, mais il y a eu aussi un gros désamorçage des moments épiques de cette bataille et le fait que la bataille ne soit pas montrée quasiment en continu, c'est dommage parce que il y a aussi ce côté rythme qui est cassé et c'est vraiment ça qui pêche dans cet épisode. Peut-être que comme on a que l'épisode 7, on peut pas vraiment comprendre tous les enjeux de cette histoire et de cette bataille et qu'on les comprendra à la lumière de l'épisode 8, mais si un épisode ne se suffit pas lui-même, c'est que tu as quand même un petit problème structurel derrière. C'est dommage. Voilà, c'est du gâchis parce que j'ai quand même l'impression qu'ils ont passé du temps sur le tournage dans cette bataille et j'avais justement fait des vidéos analyse de l'histoire
l'histoire entourant le tournage, et il y a eu des choses intéressantes qui étaient montrées et promises, donc je me suis dit pourquoi pas, on va avoir une grosse bataille et ça va être l'occasion d'avoir des effusions de sang et des moments épiques. Force est de constater que ce n'est pas forcément cela, on verra, peut-être que l'épisode 8 amènera d'autres informations à ce niveau-là et que je reverrai mon jugement à la hausse ou au contraire à la baisse pour cet épisode 7. Dites-moi ce que vous avez pensé vous de cet épisode, si comme moi vous avez adoré ou si au contraire vous avez détesté. De toute façon avec cette série, peu importe ce que je dis, je me fais déchirer. Hein. Que je dise que j'ai adoré, je me fais déchirer, que je dise du bien, je me fais déchirer, que je dise du mal, je me fais déchirer, que je nuance en disant c'est bien mais je me fais déchirer. C'est aussi ça le problème de cette série, c'est que la nuance est impossible avec le fandom. Je pense que tout le monde est tellement crispé par cette série, et crispé en positif ou en négatif, que la moindre petite remarque, qu'elle soit positive ou négative, elle est mal vue, elle est mal perçue. C'est un petit peu dommage quand même parce que moi j'aime bien apporter de la nuance, j'aime bien essayer de tirer la série vers le haut, ou au contraire la tirer vers le bas vraiment quand elle le mérite, mais je veux pas non plus tomber dans la gratuité et la haine gratuite ou au contraire l'adulation aveugle. La série a des gros problèmes, oui. Tout n'est pas à jeter non plus. C'est ainsi qu'on se quitte, en espérant que vous avez tout de même apprécié le visionnage de cette vidéo et que vous avez quand même vu de nouvelles informations ou des éléments que vous n'aviez peut-être pas forcément compris. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos et analyses en terre du milieu. Salut à tous!